Merci, Monsieur Ferrero. Donc, j'espère que vous m'entendez bien déjà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Voilà, merci pareil pour cette invitation. C'est un plaisir d'être avec mes consoeurs aujourd'hui pour traiter de cette thématique, même si elle n'est pas très joyeuse, on va se le dire. Du coup, effectivement, je vais intervenir rapidement aussi. Je vais essayer de pas monopoliser la parole. Dire rapidement comment on accompagne, nous en tout cas au CIDFF. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, nous on est une association indépendante. Alors on est sur Marseille, mais il faut savoir qu'on fait partie d'un réseau national. Donc il y a des CIDFF partout en France. Notre mission, on est une association féministe, c'est-à-dire qu'on œuvre pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes. Dans ce cadre-là, il y a des juristes dans les CIDFF. Et donc les juristes informent les personnes, notamment les femmes, sur des questions juridiques. Donc, c'est-à-dire, et tout à fait l'exemple, voilà, d'une femme. On va parler de femmes parce on vient de le voir avec Madame Epiphane que statistiquement, ce sont plus les femmes qui sont victimes, voilà, des violences sexistes et sexuelles au travail, même si forcément il y a des hommes aussi qui en sont victimes. Du coup, comment ça se passe, par exemple, au CIDFF, quand on accueille une femme victime de violences sexistes et ou sexuelles au travail? Donc, généralement, les femmes qui viennent nous voir, on va dire, pour ces questions-là, effectivement, comme disait Madame Epiphane, ce sont des personnes qui viennent avec des questions du type moi, je pense que c'est pas très normal. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas au travail. Voilà ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez me dire, effectivement, est-ce que c'est normal ou pas? Donc, effectivement, voilà, la première chose qu'on va faire avec ces personnes, ça va être de qualifier juridiquement. C'est-à-dire, effectivement, rappeler le cadre de la loi et les rassurer. Et généralement, c'est vrai qu'on leur dit souvent, si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, qui est pas normal, a priori, faites-vous confiance, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas très normal, effectivement. Après, est-ce que juridiquement ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est une autre question. Donc voilà. Donc on va d'abord qualifier juridiquement. Donc elles vont nous relater les faits et on va donner la qualification juridique. On va rassembler les preuves et puis on va identifier avec ces personnes les interlocuteurs qu'elles peuvent voir, interlocutrices, dans le cadre de leur travail en fonction si elles sont dans le privé, quel type de société, dans le public, voilà. Et on va leur dire qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour se mettre à l'abri immédiatement. Donc, je vais essayer de reprendre ces petits points rapidement avec vous aujourd'hui. Rapidement, je vais le faire. Donc déjà, la première chose, effectivement, ça va être la qualification juridique. Donc, comme l'a dit Madame Epiphane, effectivement, il y a eu quand même pas mal d'évolutions sur les dernières années, on va dire depuis les années un petit peu 2000, 2010, il y a eu pas mal d'évolutions, les évolutions législatives notamment, il y a eu des lois. Par exemple, une jurisprudence, donc une décision de justice qui était assez intéressante en 97, pour vous montrer un petit peu l'évolution qu'il y a eu. En 97, il y a une cour d'appel de Douai qui avait dit que ce n'était pas du harcèlement sexuel quand il y avait des simples signaux conventionnels qui permettaient d'exprimer une manifestation d'une inclination pouvant être insincère. Donc on était vraiment sur ces questionnements de si je drague, si je manifeste mon inclination sincère, si ça enfin c'est pas du harcèlement. Depuis 97, on va dire que les choses ont pas mal évolué, notamment enfin vraiment ça a quand même vraiment changé quasiment du tout au tout. Et c'est beaucoup la notion de consentement aujourd'hui, voilà, dont on a beaucoup discuté dernièrement. Je suis sûre que vous en avez entendu parler. Et donc effectivement, c'est vrai que les 2 tiers des personnes qui se mettent en couple se rencontrent au travail, donc c'est effectivement un lieu de rencontre, donc un lieu de drague si on veut. Par contre, voilà, vraiment la notion de consentement a apporté pas mal de changements, et effectivement, si ce n'est pas consenti, aujourd'hui, ça pourrait être qualifié de harcèlement sexuel. Donc, je vais un peu vous définir aussi le harcèlement. Une des évolutions aussi très importantes sur le droit, ça a été l'introduction dans le cadre du Code du travail de l'agissement sexiste. Donc l'agissement sexiste, je ne sais pas si vous en avez tous entendu parler. Donc les agissements sexistes, c'est depuis 2015 que ça a été introduit dans le Code du travail. Alors, l'agissement sexiste, si vous voulez, ça s'inscrit dans un sexisme ordinaire. C'est un peu ce dont parlait Madame Epiphane, tout à fait. Donc, le sexisme ordinaire, comme on disait, c'est l'ensemble des attitudes, comportements fondés sur les stéréotypes de sexe, de genre, qui peuvent apparaître anodins, mais qui, de façon consciente ou inconsciente, vont
inférioriser les femmes de façon insidieuse, voire même bienveillante. Donc l'agissement sexiste aujourd'hui dans le Code du travail, il est défini comme tout agissement qui va être lié au sexe d'une personne, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant ou offensant. De manière concrète, si vous voulez, ça va être toutes les blagues sexistes, tous les, on va dire, les interpellations familières, le paternalisme, et mon petit, et ma jolie, ta jupe elle est jolie aujourd'hui, c'est pour moi que tu t'es faite toute belle. Voilà, comme a dit Madame Effitan aussi sur la complémentarité des compétences, sur tout ce qui va être maternité. Donc, hey, tu fais bien le café, toi, tu es une femme, tu sais faire ça, c'est dans tes gènes. Tout ça, toutes ces petites, on va dire, blagues, comportements, anecdotes qui, il y a quelques années encore, étaient tolérées par la loi. Elles le sont toujours aujourd'hui, assez, comme disait Madame Epifane, exactement intégrées dans la société, dans nos mentalités, par les hommes et par les femmes. Mais la différence, c'est que depuis 2015, ces blagues, ces propos, ces manques de respect, ce mépris envers les femmes, en tout cas sexiste de manière générale, que c'est plutôt la féminité, on va dire, qui va être mise, montrée du doigt, est interdit par le Code du travail. Donc l'agissement sexiste aujourd'hui est puni par le Code du travail. Alors ça veut dire quoi que peut être puni par le Code du travail? C'est ça qu'on va voir ensemble aussi. Peut-être aussi vous dire quand même deux mots. Je fais ma juriste, mais donc pour parler du harcèlement sexuel, parce que c'est quand même important. Donc du coup, le harcèlement sexuel, on va distinguer entre le harcèlement, on va dire, de climat et le harcèlement de chantage. Le harcèlement de climat, ça va être des propos, des comportements répétés, des petites, enfin encore une fois, toutes les blagues d'un goût douteux, réitérées, des blagues obscènes. Voilà, donc des agissements déplacés. Alors on a beaucoup de jurisprudence qui peuvent nous donner des exemples de ça. Donc voilà. On va avoir exactement la même idée que pour l'agissement sexiste, l'atteinte à la dignité et la situation intimidante, hostile, offensante. Donc des propos réitérés sur le physique, ça va être considéré, ça peut être considéré en tout cas comme du harcèlement sexuel. Donc ça c'est le harcèlement de climat, donc des petits actes, des petits propos répétés. Et on a aussi le harcèlement dit chantage. Et là ça va être un acte unique, mais avec une pression grave. Donc ça va être typiquement, je donne le cliché, mais typiquement le supérieur hiérarchique qui dit si tu veux une promotion, il va falloir être gentil. Donc voilà, donc but réel ou apparent, c'est important. Être gentil, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc j'ai un acte unique, mais assez grave pour être qualifié de harcèlement sexuel. Donc voilà. Donc je disais, on qualifie juridiquement parce que donc du coup nous la personne va venir nous voir, elle va nous dire voilà, moi je subis ça. À nous en tant que juriste de faire la part des choses et de dire donc cet élément, ça va être effectivement qualifié d'agissement sexiste, ces blagues, c'est pas possible, c'est pas normal de 1, c'est interdit par la loi de 2. Vous subissez quelque chose, c'est pas vous la responsable. Donc ça va être du agissement sexiste, ça va être du harcèlement sexuel, mais on va aussi pouvoir parce que là, je parle que de propos. Donc là, il n'y a pas eu de contact physique. S'il y a du contact physique, va falloir voir si c'est une agression ou pas sexuelle, si c'est sur les parties intimes ou si c'est érotique, on va dire. Ça peut être aussi des injures, donc les injures publiques ou non publiques. Donc traiter quelqu'un, je vais être cash, mais c'est parce que c'est comme ça, de chienne ou de salope ou de quoi que ce soit, par texto, par exemple, c'est une injure non publique, mais c'est interdit par la loi. Pareil, dans une salle, dans un déjeuner professionnel ou dans une réunion d'équipe, insulter les gens, c'est interdit. L'injure sexiste, c'est interdit par la loi. Et donc, du coup, voilà. Donc, on va voir avec la personne, effectivement, lui dire tout ça, c'est pas normal, et ça, c'est interdit par la loi. Alors, parfois, on va être dans des situations où sur certains éléments, effectivement, ce n'est pas interdit par la loi. Ça n'empêche pas, forcément, on le sait très bien, que ça a des impacts sur la santé psychique ou physique de la personne. Parce que si on va être sur du sexisme, comme on le dit, bienveillant, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore pas très évident de prouver que ça porte quand même atteinte à la dignité, mais parce que, comme le disait Madame Epifane, le sexisme ordinaire, il est quand même bien ancré. Avec l'éducation, j'espère que dans quelques années, on pourra passer autre, mais pour l'instant, voilà, c'est un peu parfois pas si simple que ça.
Voilà pour les définitions un peu simples et rapides sur ces harcèlements, en sachant que donc du coup, ce n'est pas, donc je disais tout à l'heure, le consentement est important et c'est là qu'on en parle, c'est que ce n'est pas à la victime de démontrer qu'elle n'était pas consentante, hein. À un moment donné, ça va être à l'harceleur ou à l'agresseur, en tout cas, de démontrer que la victime n'était pas consentante. Savoir que quand il y a un doute, le doute va bénéficier au prévenu, hein. Donc les juges, ils ont quand même une interprétation assez, voilà, d'ici un doute, si c'est équivoque, c'est l'agresseur qui va s'en sortir. Mais en tout cas, ce n'est pas à la victime de montrer qu'elle était pas consentante. Alors, quand je dis démontrer, c'est là qu'on va parler un petit peu du nerf de la guerre. On va parler de la preuve, des preuves que les victimes peuvent apporter. Donc, une fois qu'on a qualifié juridiquement, il va falloir rassembler les preuves. Alors, si dans la théorie, on va dire que la preuve du harcèlement sexuel, sexiste, de l'agissement sexiste peut se faire par tout moyen. C'est-à-dire qu'on peut avoir des textos, des mails, des attestations, des témoignages, tout ça, ce sont effectivement des preuves. On a même eu une affaire avec des post-it. Donc la personne, elle a gagné parce qu'elle avait un classeur rempli de post-it que son harceleur laissait tous les jours sur son bureau, des petits post-it. Il y a eu un graphologue qui a été expertisé, il a bien prouvé que c'était monsieur qui avait rédigé tous les post-it. Donc voilà, donc tout moyen de preuve. Ce qui va être compliqué, ça va être quand j'ai pas du tout de preuves ou que mes collègues ne veulent pas témoigner, parce que ça peut tout à fait arriver, parce que dans la réalité c'est comme ça que ça se passe. Alors comment je peux faire pour acter les choses? Là, c'est important. Ce qu'on leur recommande généralement, c'est vraiment de faire de l'écrit. Alors, je sais que ça a l'air tout simple et tout bête, mais effectivement, faire des mails. C'est-à-dire envoyer un mail à la personne en lui disant par écrit, voilà ce que tu m'as dit l'autre jour, ça m'a mis très mal à l'aise, tu sais que c'est pas légal en plus. Alors, le dire ou pas, voilà. Mais en tout cas, envoyer un mail en disant, voilà ce que tu m'as dit l'autre jour, voilà ce que tu as fait. Et je ne suis pas d'accord. La personne qu'on incrimine, si elle ne vous répond pas, si elle ne répond pas dans un mail en disant ce n'est pas vrai, voilà, c'est pas du tout vrai, et ben en fait, si elle répond pas, on va pouvoir considérer que les faits sont avérés. Ça va être un début de preuve. Un mail à cette personne et que la personne elle me répond pas par écrit, qu'elle me croise dans le couloir et que dans le couloir elle me dit ton mail il sert à rien, tu inventes, c'est pas vrai, ben pareil, ou qu'elle insiste, qu'elle me reharcèle, qu'elle me redit des choses qui relèvent de l'harcèlement sexuel ou de l'agissement sexiste, je lui renvoie un mail derrière. Ça peut paraître compliqué à faire et redondant et ça prend du temps, mais c'est vraiment le seul moyen d'acter les choses. Donc c'est vraiment très important, c'est vraiment ce qu'on leur dit aux victimes, on leur dit écoutez, envoyez des mails. Et tant que la personne elle ne nie pas, eh ben ça vous fera un début de preuve. Pareil, hein, on n'a pas le droit en France d'enregistrer les personnes à leur insu, donc je n'ai pas le droit d'enregistrer quelqu'un à son insu. Par contre, dans le cadre du droit pénal, je peux utiliser un enregistrement qui a été fait à l'insu de la personne. Pareil, je peux avoir des témoignages, des attestations plutôt médicales, des certificats médicaux, à savoir qu'un médecin, que ce soit un médecin généraliste, traitant, et un médecin du travail ne pourra pas faire d'attestation en disant l'état de madame résulte de cette agression ou de cet harcèlement. Par contre, il pourra tout à fait attester d'un état psychologique, d'une dépression ou X ou X. Alors, une fois que j'ai toutes ces preuves, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors, ça va dépendre effectivement j'ai des preuves de quoi? Si j'ai des preuves d'harcèlement sexuel et d'agression ou d'agression sexuelle ou peut-être plus grave même de viol, je vais pouvoir aller porter plainte directement. Donc, porter plainte, ça veut dire que je vais aller en commissariat ou en gendarmerie et je vais pouvoir porter plainte. Sachez que si les victimes ne se sentent pas, parce que c'est ce qu'on leur dit au CIDFF, ne se sentent pas d'aller en commissariat ou en gendarmerie, pour X raisons, notamment malheureusement l'accueil en commissariat qui parfois peut être compliqué, parce que tous les agents de police aujourd'hui, je sais qu'ils sont de plus en plus formés, mais il arrive encore que certains agents de police disent non mais c'est juste de la drague, faut pas le prendre comme ça, et puis voilà. Donc si on n'a pas envie d'être confronté à ça ou que ça se passe comme ça, donc déjà sachez que ils ont l'obligation de prendre la plainte, c'est pas une possibilité, ils ont l'obligation de prendre la plainte. On peut sur Marseille, mais même sur ailleurs. Sur Marseille, il y a des pôles psychosociaux dans les commissariats, c'est-à-dire que sur les 3 divisions de Marseille, il y a une intervenante sociale et un psychologue en binôme qui reçoivent les victimes et qui accompagnent les victimes sur leur dépôt de plainte et qui font le lien avec les agents de police sur l'ensemble de la procédure. Et donc ça, c'est vraiment un super outil et il faut l'utiliser, je pense.
Et puis enfin, si on peut pas se déplacer ou si on n'est vraiment pas en capacité de se déplacer pour X raisons, on peut aussi porter plainte par courrier recommandé avec accusé de réception au procureur de la République. En sachant que voilà, ce n'est pas à vous de qualifier encore une fois juridiquement, c'est pas à la victime elle a juste à donner les éléments qu'elle a, et puis après au procureur de qualifier, à l'enquête de faire à la police. Si jamais la plainte est classée, on peut tout à fait aussi, si on a assez d'éléments et qu'on est convaincu, on peut aussi faire une citation directe avec constitution de partie civile. Bon, là, je rentre dans les détails, c'est pas ça, pas très important. On va dire que par rapport à un dépôt de plainte en commissariat ou chez le procureur de la République, ce qui est problématique en France, je vais parler un peu de théorie, mais je parle aussi un peu de pratique, ça va être la lenteur des procédures, le manque de moyens qu'on a en France sur les procédures juridiques, notamment sur le pénal. Sachez que pour des faits d'harcèlement sexuel, alors notre but c'est pas du tout de décourager les victimes à aller porter plainte, hein, mais on essaye quand même de les prévenir, voilà, de l'engrenage dans lequel elles vont être confrontées, et notamment pour des faits de harcèlement sexuel. Il faut compter une décision de justice au bout de 7 ans, 8 ans parfois. Donc ça peut être long et éprouvant pour les victimes. Donc c'est là aussi où nous, notre rôle, ça va être de voir vraiment avec la victime où elle en est et qu'est-ce qu'elle veut surtout. Voilà, est-ce que elle veut aller porter plainte, parce que bon bah toutes les personnes on n'est pas identiques, donc il y a certaines personnes qui veulent porter plainte, il y a certaines qui veulent une condamnation, il y en a qui veulent juste se reconstruire, suivre une thérapie ou pas, que le contrat se termine. Donc en fonction de la volonté de la victime, de la personne, on va voir effectivement qu'est-ce qu'elle va faire. En tout cas, nous on lui propose effectivement toutes les possibilités. À savoir que en France, sur les derniers chiffres de l'enquête cadre de vie et sécurité, donc récemment, il y a sur les violences sexistes et sexuelles au travail 7% de dépôt de plainte. Donc c'est vraiment pas beaucoup, hein. 7% de dépôt de plainte, donc 93%, il ne se passe pas grand-chose, en tout cas pas au niveau de la police. Alors, ce qui est important de savoir surtout, c'est qu'à côté de cette procédure, on va dire, au pénal, il faut aussi, enfin, on recommande aussi, parce que ça fait aussi partie des possibilités, de signaler la situation à la structure employeuse. Alors, pareil avec l'évolution législative, il y a aujourd'hui obligation pour l'employeur de tenir compte des violences sexistes et sexuelles. Elles sont reconnues aujourd'hui comme des risques psychosociaux. Vous savez, les employeurs, ils doivent avoir un document unique de risques psychosociaux. Et dans les risques psychosociaux, aujourd'hui, on compte les violences sexistes et sexuelles parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est un véritable risque, hein. Ça arrive et donc c'est pris en compte. Donc effectivement, alors c'est une petite différence entre le privé et le public. On n'a pas tout à fait les mêmes délais de prescription sur l'agissement sexiste, par exemple. Dans le public, dans la fonction publique, on a jusqu'à 3 ans pour déclarer à son supérieur hiérarchique. Dans le privé, on a 2 mois. Pour le harcèlement sexuel, c'est plus long, hein. Alors, du coup, que je sois dans le privé ou que je sois dans le public, effectivement, je vais tenir au courant mon responsable hiérarchique. Dans le privé, en fonction de si c'est une petite société, si c'est une grosse entreprise ou pas, aujourd'hui, pour les entreprises de plus de 250 salariés, il y a obligatoirement un référent sexisme dans l'entreprise. C'est obligatoire par la loi depuis récemment. Sinon, je peux quand même aller voir mon référent RH, mon CSE ou mon employeur. Ça va être plus compliqué quand ça va être l'employeur lui-même ou le supérieur hiérarchique lui-même qui est auteur, on va dire, du harcèlement, des agressions. Si c'est le cas, ben on le fait pas. On va directement porter plainte ou on va directement voir l'inspection du travail, par exemple. Et si c'est une grande entreprise, je vais voir voilà la personne référente. Et dans le public, je sais, je le dis pas parce que du coup j'ai été salarié de mairie. Dans la fonction publique, il y a depuis mai 2020 une procédure spécifique pour faire remonter tout ce qui est violence sexiste et sexuelle. Donc pareil, vous rapprochez un petit peu, mais ça doit être écrit quelque part dans vos règlements, dans vos procédures. Donc je peux aussi aller voir une déléguée syndicale, en sachant que donc du coup, si je fais remonter à mon supérieur hiérarchique, à mon employeur, ce que je disais, l'employeur a l'obligation par la loi de faire cesser, en tout cas de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser et prévenir le harcèlement sexuel. Donc d'y mettre un terme et de le sanctionner. Ça paraît comme ça, je sais que moi on me le dit souvent, non mais ça arrive pas dans la vraie vie. Si, ça peut arriver dans la vraie vie, hein. Des personnes qui sont suspendues, un salarié qui est licencié, on avait un exemple d'un salarié licencié parce qu'il n'arrêtait pas de s'exhiber dans les vestiaires alors que ses collègues lui disaient arrête.
Voilà. En sachant que si l'employeur ne fait rien au bout de 2 mois, c'est-à-dire vraiment il ne fait rien du tout, je peux engager sa responsabilité. Et donc c'est là où, par exemple, je vais pouvoir aller porter plainte au pénal contre mon agresseur et porter plainte au prud'homme contre mon employeur qui n'a pas fait cesser le harcèlement ou l'agression. Donc pareil, pour le privé, ça va être les prud'hommes, pour la fonction publique, ça va être le tribunal administratif, mais en tout cas, voilà, je peux me retourner donc contre la personne qui me fait subir le harcèlement, l'agression, et je peux me retourner aussi contre l'employeur qui ne fait rien pour faire cesser, ou qui a fermé les yeux. Donc j'essaye d'aller vite parce que je vois que le temps il passe et que je vais laisser la parole à mes collègues. Ce qui est important peut-être aussi, c'est de faire cesser donc du coup les agissements. Qu'est-ce que je peux faire pour faire cesser les agissements? Déjà, je leur explique, on leur dit aux victimes qu'elles peuvent tout à fait, si elles se sentent en danger, en tout cas grave et imminent, invoquer leur droit de retrait. Elles peuvent aussi aller voir leur médecin traitant ou la médecine du travail. Donc la médecine du travail, ça peut être un bon interlocuteur aussi pour se mettre en arrêt maladie. On peut aussi même se retrouver en maladie professionnelle. Hein. Si je suis en dépression parce que je subis du harcèlement depuis des années, ça pourrait être considéré qualifié de maladie professionnelle. Donc arrêt maladie, voire inaptitude. Sinon, le droit de retrait. Et même parfois, dans certaines situations, je peux tout à fait résilier judiciairement mon contrat si je prouve encore une fois que mon employeur n'a rien fait pour faire cesser. Alors sachez, voilà, qu'il y a plusieurs quand même interlocuteurs qui peuvent soutenir et accompagner les victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. Donc on peut aller voir l'inspection du travail, on peut aller voir le ou la défenseur des droits et des délégués, et ses délégués. Notamment la grande association, c'est l'association de violence européenne contre les violences faites aux femmes au travail, donc la VFT. Je pourrais vous communiquer les coordonnées si vous voulez dans le chat ou ailleurs. Voilà, des associations telles que le CIDFF, des syndicats, mais en tout cas, voilà, ne pas rester seul, se faire entourer, et puis surtout, voilà, que veut la victime, qu'est-ce qu'elle veut faire, et en sachant est-ce qu'elle veut, voilà, obtenir une condamnation, est-ce qu'elle veut se reconstruire, les dommages et intérêts en France, voilà, on va se le dire, la vérité, c'est pas aussi, on n'est pas aux États-Unis, dommages et intérêts au prud'homme, on peut aller jusqu'à 10 000 euros pour du harcèlement sexuel, voilà, en sachant qu'avec les ordonnances de Macron, maintenant il y a des plafonds, mais les plafonds ils sautent en cas de harcèlement moral et ou sexuel. Alors, je vois que le temps il passe, donc je vais pas, voilà, je vais m'arrêter là, je regarde. Après peut-être oui, une dernière chose quand même qui est importante. Si jamais vous n'êtes pas victime vous-même, mais que vous êtes témoin de quelqu'un d'agression, d'harcèlement, sachez que tous les salariés ont l'obligation normalement aussi de préserver la santé de leurs collègues, donc ne pas se mettre en danger, c'est pas le but, mais de rapporter au supérieur hiérarchique. Si la victime elle-même n'est pas en capacité de rapporter au supérieur hiérarchique, on peut tout à fait le faire nous-mêmes et dire voilà. Sachant que les médecins du travail, pareil, ils ont l'obligation, s'il y a plusieurs personnes qui leur disent qu'elles sont victimes de harcèlement, d'un harceleur, de faire remonter. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci pour votre écoute. Je passe la parole à mes collègues, mes consoeurs. Merci à vous, Madame Pierre-Louis, pour ces éclairages très importants. J'ajoute qu'effectivement, nous prenons les contacts avec plaisir. Nous essayons donc à la mairie du 6-8 de commencer un annuaire de ressources pour que les personnes donc qui veulent s'impliquer contre les violences sexistes et contre le sexisme en général puissent agir pour que les victimes puissent être accompagnées, puissent être entendues. Et donc effectivement, nous avons le projet d'ouvrir donc une page de ressources qui est déjà embryonnaire pour l'instant, mais qui a vocation à être étoffé tout au long du temps, avec des contacts. Nous avons diffusé un flyer en ce sens dans toutes les infrastructures qui dépendent de la mairie de secteur pour diffuser très largement, surtout dans cette période de confinement, les contacts qui permettent aux personnes victimes de violences sexistes et aux personnes victimes de violences LGBTI-phobes également d'avoir les contacts pour trouver un appui et se sortir de ces situations intolérables. Donc, nous allons maintenant